Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce webinaire L'artisanat et les objets connectés. Donc, je suis Chaplin Maxime, conseiller en innovation et en numérique au sein de la Chambre des métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, pour débuter ce webinaire, nous avons la chance d'avoir Rodolphe Tessiot, ingénieur conseil chez Captronic, qui va aborder avec nous les objets connectés et nous parler de comment pouvons-nous intégrer les objets connectés au sein des produits de l'artisanat. Et par la suite, nous aurons également deux cas d'entreprise. Donc, un premier cas avec l'entreprise Adial et un deuxième cas avec l'entreprise Fluidishop. Après, nous prendrons un temps pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat via l'interface que vous avez pour le webinaire. Et nous prendrons un temps pour y répondre à la fin. Donc, pour répondre à vos questions également, nous avons la chance d'avoir François Buvry, chargé de développement économique au sein du pôle Athènes, Chambre des métiers d'artisanat Normandie, et également Philippe Gonnet du Captronic du côté Normandie également. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Rodolphe Tessiot pour la première partie de ce webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Maxime. Bonjour à tous. Alors, le webinaire L'artisanat et les objets connectés. De quoi parle-t-on? Un objet connecté, aussi appelé IoT, Internet of Things, est un équipement qui permet à son utilisateur de recevoir un service à valeur ajoutée, pour remonter de la donnée, qui va au-delà de l'objet lui-même. Un objet connecté apporte un service basé sur des informations reçues, échangées ou collectées par l'objet. En théorie, ce service peut être accessible n'importe où et n'importe quand. Aujourd'hui, on sait très bien, grâce à nos smartphones, on y arrive facilement. Le service est donc la raison d'être de cet objet connecté. Et quand vous voulez développer un nouvel outil d'objet connecté, les objectifs principaux seront la création de valeur, qui est dans ce contexte, Internet des objets peut et doit passer par la proposition de nouveaux usages et de services innovants, et aussi, dans certains cas, la création de nouveaux modèles d'affaires. Ces nouveaux services pourront ainsi orienter votre entreprise sur d'autres marchés. Donc, les objets connectés, quelques exemples pour la suite. Hop, ça veut. Alors, donc, les cas d'objets pour l'utilisateur quand est particulier, vous connaissez très bien dans le domaine de la santé et du sport, les bracelets, le compteur Linky, les balances connectées pour remonter l'historique de votre santé et de votre poids, les brosses à dents. Ensuite, dans les cas un peu plus industriels où l'utilisateur est un professionnel, vous connaissez les distributeurs automatiques de café qui remontent directement l'information au niveau des cafés, les tracteurs au niveau de la remontée de GPS. On a aussi des ruches connectées, voire des compresseurs et des armoires frigorifiques. Donc ça, c'est des objets dans le domaine de l'industriel pour les professionnels. Alors, on en parlait au début de la présentation. Ce qui est important au niveau d'objets connectés, c'est de produire et valoriser cette donnée. Donc, il est fondamental d'identifier la valeur réelle que peut vous apporter cette information obtenue avec les données récupérées grâce à des capteurs ou autres sur votre objet. Chacun doit se poser la question lors d'un lancement d'un objet connecté, le gain de productivité, le coût et surtout, quelle information me semble importante et avec quelles données je l'obtiens. Par exemple, des types d'informations qui peuvent être intéressantes pour des objets, anticiper les défauts, planifier des maintenances, travailler en mobilité, visualiser ces données sur des tablettes, apporter un nouveau service à son client et retrouver, par exemple, sur la partie tracking des objets connectés, un bien ou, par exemple, une voiture. Alors, concrètement, cet objet connecté, ça ne marche pas très bien, les commandes. De quoi parle-t-on? Donc, pour créer un objet connecté, l'environnement se distingue en 4 catégories. Collecter, communiquer, exécuter, visualiser. Pour la partie collecter, la question à se poser lorsqu'on lance ce projet, c'est quelles données observer? Donc, quand vous avez réussi à répondre à cette question, il va falloir se poser la question de comment remonter l'information au niveau de cette donnée-là. Donc là, il va falloir
penser la densité d'objets, la consommation énergétique. Et grâce à ces données-là, vous allez pouvoir réfléchir au bon format de remontée d'informations. Par exemple, ce qui est très connu dans le domaine particulier, c'est la technologie Wi-Fi, Bluetooth. Et pour tout ce qui est industriel, pour la remontée de données sur de grandes distances, vous pouvez utiliser les réseaux LoRa ou le réseau Sigfox. Et bien sûr, demain, la 5G arrive, on entend beaucoup parler en ce moment sur les informations. Donc, quand vous avez déterminé ce réseau de communication pour remonter cette donnée-là, il va falloir que cette donnée soit stockée quelque part. Donc, on parle souvent du cloud ou de plateformes IoT. Et sur ces plateformes-là, on va travailler sur cette donnée. Donc, c'est la partie exécutée. Suivant. Donc, cette partie exécutée va vous permettre de travailler sur la donnée. Donc, voilà, travailler sur cette donnée-là. Et on a des grands acteurs aujourd'hui qui aident, qui fournissent des plateformes comme Amazon, Microsoft ou Google. Mais il est aussi possible de développer sa propre plateforme lorsqu'on veut garder cette donnée de A à Z en interne. Donc ensuite, sur cette donnée-là, il va falloir faire un traitement des données, utiliser des filtres, des arbres de décision, des statistiques. Et si on a un projet très complexe, on peut même utiliser ce qu'on appelle de l'IA, de l'intelligence artificielle, pour travailler cette donnée-là. Ensuite, lorsque la donnée a été travaillée, il va falloir pouvoir la restituer à son client final, donc la visualiser, car ces données sont remontées par des capteurs, souvent elles sont brutes, donc c'est des 0 et des 1. Et il va falloir travailler sur cette donnée-là pour que le client final puisse la comprendre sous forme de tableau ou de graphique. Et c'est ce qu'on appelle la partie visualisée. Donc là, aujourd'hui, on a, sur cette slide, vous voyez bien l'environnement complet de l'objet connecté, qui n'est pas seulement un objet simple, mais aussi tout l'environnement informatique qui sera derrière pour remonter cette information. Donc ensuite, dernièrement, bien ne pas laisser de côté la partie cybersécurité et la partie propriété des données, on parle de RGPD, car c'est une partie assez complexe qu'il faut, dès le départ du projet, regarder pour ne pas avoir des problématiques ensuite lors de l'industrialisation de cet objet. Alors, comment faire pour arriver à créer cet objet? Donc, les bonnes pratiques. Lors du commencement du projet, impliquer des utilisateurs pour définir les services, impliquer tous les utilisateurs potentiels bien en amont dans le design, intégrer vos clients actuels dans un processus de création dit centré sur les utilisateurs, mais aussi des utilisateurs internes à votre entreprise. Ensuite, tester rapidement les usages, valider les usages potentiels et la création de valeur perçue avant de démarrer le développement, car il ne faut pas aller trop vite dans le développement d'objets connectés. Et au cours du projet, en vous appuyant sur une communauté de clients pilotes, vous pourrez facilement récupérer l'information, prototyper rapidement et aller à la rencontre de vos utilisateurs afin de cerner l'adéquation du produit et leurs besoins. Ce qui est vraiment important dans l'objet connecté, c'est de trouver le besoin. Ensuite, formaliser votre projet tout en ayant une vision d'ensemble. Rédiger un cahier des charges, demander à des entreprises de vous accompagner pour cette partie-là, qui vont permettre de la réalisation du produit, de la plateforme, la mise en place des services pour pouvoir faire appel à des compétences complémentaires. Dirigez-vous de fait vers un produit IoT, objet connecté, qui correspond aux besoins de vos clients. C'est là vraiment le fer de lance de votre projet, et non du savoir-faire d'un bureau d'études ou de vos équipes. Ensuite, anticiper les évolutions potentielles, penser l'objet comme un support évolutif à des services initiaux et à venir qui pourront être inventés ou proposés par des utilisateurs et anticiper-les pour ne pas être bloqués par les choix technologiques effectués. Restez attentif à l'évolution des technologies. C'est une phase qui est assez complexe et il faudra effectivement vous faire accompagner sur cette partie-là pour ne pas avoir un produit trop vite obsolète. Enfin, traitez avec précaution la phase d'industrialisation. Prêtez attention aux contraintes économiques, normatives et réglementaires qui peuvent devenir des problématiques complexes sur vos projets. Prenez
en compte les coûts de certification dès le départ du projet, parce qu'il ne faut pas les oublier. Dans le cas d'une sous-traitance, veuillez aussi à l'aspect contractuel concernant la propriété des développements. Effectivement, votre sous-traitant ne doit pas être la seule personne à garder ce produit-là. Vous devez être propriétaire de ce développement et de ce projet. Enfin, comment faire simplement? Donc, il faut travailler par étapes. Première étape, imaginer le service et la valeur. Analyser les opportunités et la maturité de votre projet IoT. Donc là, il faut passer par des conseils qui viendront vous aider pour la création du besoin, les risques et l'édition du cahier des charges qui vous permettra ensuite de travailler avec des sous-traitants qui viendront faire l'ingénierie et aussi vous aider au niveau de la partie financière. Identifier et créer l'objet connecté, donc là c'est la partie physique du développement. Donc il faudra travailler avec des personnes sur la stratégie de mesure, l'instrumentation et effectivement la connectivité, ce dont on parlait en amont, au niveau des réseaux de communication et le stockage, autrement dit le cloud. Il faudra sélectionner et mesurer la bonne donnée et acheminer et stocker cette donnée. Enfin, au niveau informatique, développement numérique, donc il faudra créer cet entrepôt de données, ce cloud, son intelligence, nettoyer et travailler les données pour qu'elles soient accessibles à votre client final, amener de l'intelligence, rendre de l'information disponible. Donc là, c'est toute la partie numérique, gestion des données, analyse des données. Et enfin, créer le service et la valeur. Là, c'est vous qui venez apporter votre intelligence et votre développement métier, qui va permettre de concrétiser sur cette valeur et de mettre en industrialisation ce produit pour fournir les données, le logiciel et les modèles selon les opportunités détectées en étape 1. Enfin, attention, ce qu'il faut vraiment faire, c'est toujours faire une phase pilote avant tout, déploiement. Cela valide la solution technique et le ROI, retour sur investissement. Alors nous, on a travaillé avec Captronic et le Pôle Athènes et on va vous donner quelques exemples d'artisans que l'on a accompagnés lors de nos différents projets dans différents domaines très différents. Donc, par exemple, dans le retail et le luxe, nous avions travaillé avec la société Auberion qui a développé un concept de coffret de luxe connecté qui permet de booster les ventes, qui installe dans son réseau de distribution un écran connecté qui devient un outil d'aide à la vente pour les conseillers. Cet écran est déployé auprès de clients premium. L'écran permet de maintenir un lien pérenne, de créer de l'attachement et une marque de fidéliser les clients. Ce qu'on parlait de tout à l'heure, de créer de la valeur et de nouveaux marchés. Donc, les retours de données sont ultra ciblés pour améliorer le retour sur investissement de l'entreprise et de mettre en place des outils permettant d'améliorer la connaissance client pour mieux les servir. Un autre exemple, dans un domaine complètement différent, la boulangerie Sautreuil-Pâtisserie. Donc, c'est un pâtissier qui avait un besoin très complexe au niveau de sa chambre froide, qui voulait savoir en temps réel la température à différents points précis de sa chambre froide. Ça lui permettait d'avoir des informations au niveau de sa chambre et surtout des alertes, car il voulait savoir si, à un moment dans la nuit, par exemple, il pouvait avoir des dépassements de seuil de température et avoir une alerte qui était remontée directement sur son smartphone. Et cette gestion d'alerte était intelligente, car le but n'était pas de recevoir une alerte toutes les secondes à chaque fois qu'il ouvre sa chambre froide, mais dans la nuit, par exemple, s'il y a une coupure de courant ou un problème, vous pouvez recevoir cette alerte. Et il y avait un enregistrement des données, des historiques des températures, pour être sûr que le lendemain, lorsqu'il regarde son système, qu'il n'y a pas eu une baisse de température importante lors de la nuit ou d'un potentiel coupure de courant. Donc voilà. Je vais continuer. Donc, le conseil que nous, aujourd'hui, on vous donne, c'est surtout de travailler en amont, de vous faire accompagner par des entreprises comme Captronic, par la Chambre des métiers ou des pôles comme le Pôle Athènes, pour vous aider tout au long du parcours de votre projet, du besoin, création du besoin, jusqu'à l'industrialisation de votre produit et de la vente sur le terrain.
Je vous inviterai donc à aller sur notre site captronic.fr et regarder nos guides qui sont directement accessibles pour prendre le virage des objets connectés, l'Internet des objets et la création de la valeur, et bien sûr, quelques exemples, une dizaine d'exemples d'entreprises qui ont pris le virage des objets connectés. Merci. Merci Rodolphe pour votre présentation et ces cas aussi d'intégration de l'objet connecté dans les projets de l'artisanat. Maintenant, nous allons laisser la parole à Ludovic Lauriard de l'entreprise Adial pour nous donner un exemple également de projet d'objets connectés. On vous laisse la parole, Ludovic. Oui. Ouais, oui. Donc juste une petite présentation de ce qu'on fait. Donc là c'était un petit peu vite, mais voilà, on fabrique des distributeurs automatiques de pizza. Donc c'est une entreprise qui existe depuis 2002. On a eu une activité, on va dire, un marché en émergence pendant de longues années, et là ça permet de visualiser que le marché est en réel développement depuis 5-6 ans. À l'époque, donc c'était une toute petite entreprise artisanale et on a effectivement travaillé avec Captronic et le Polaten dans le développement, on va dire des échanges de données pour faire que ce distributeur soit réellement un objet connecté. Alors si vous voulez passer un petit peu d'autres slides qui sont des slides génériques. Voilà, donc on explique, c'est une petite présentation générale. Donc ça distribue des pizzas. On vend ce produit-là à des artisans qui préparent eux-mêmes leur production, qui vont étendre une activité de vente emportée pour une activité qui va devenir 24 heures sur 24. Donc là, c'est avec la crise sanitaire et le blocage des restaurateurs, on a toujours eu depuis quelques années une croissance de l'ordre de 30-40%. Depuis un an, c'est encore plus soutenu. Voilà à quoi ressemble le type de point de vente. Donc ça peut être des kiosques isolés sur des parkings. Là, vous visualisez ce que c'est que l'appareil. Donc c'est une partie chambre froide avec une partie four et un outil de pilotage qui est basé sur un ordinateur qui va piloter la machine. Donc de fait, l'historique de développement, les tout premiers protos, les premières générations de machines, il y a quasiment une vingtaine d'années, on était sur une solution d'automate programmable avec une connexion interfacée avec un PC pour avoir des données des premières données à distance qui sont principalement pour l'exploitant, c'est de savoir ce qui est vendu, ce qui reste dans la machine et gérer sa comptabilité. Et mine de rien, un terminal de paiement bancaire pour gérer les encaissements. Donc ça, c'était les premières solutions, des premiers prototypages d'il y a une vingtaine d'années. Et rapidement, on est passé à une solution un peu plus élaborée technologiquement à l'époque, et on s'est appuyé effectivement des équipes du Polaten et de Captronic. Le réel besoin à ce moment-là, ce qui nous a fait orienter sur une nouvelle solution de techno, c'est la maintenance à distance. C'est-à-dire que l'automate programmable et PC, à l'époque, on avait quelques données, mais pas suffisantes. On est parti sur un développement de cartes électroniques maison qui sont reliées simplement en Ethernet et un PC qui devient un chef d'orchestre des cartes électroniques, donc qui gère les mouvements des équipements. Le PC est un chef d'orchestre en temps réel et ça permet à distance d'avoir énormément de données et surtout pendant ces années-là, on a pu corriger, trouver des solutions à distance et les astuces qui nous faisaient échapper à des problématiques de panne. La difficulté était une machine qui est donc à l'autre bout de la France. La machine est bloquée
une boîte à pizza s'est coincée. On avait rapidement que la solution de sauter dans la voiture, traverser la France, constater le défaut, qui pouvait parfois être totalement anodin, une erreur de manipulation de l'exploitant, ça peut arriver, mais aussi on avait besoin aussi de corriger le tir. Mais le coût de maintenance était excessif. Donc la solution qui a été mise en place dans les années 2007-2008, alors cette architecture est encore valable aujourd'hui, même si on est en train de l'améliorer. C'est on est allé très loin sur la visualisation, sur ce qui se passait à distance. Donc on a et encore aujourd'hui on a toutes les archives, on sait parfaitement ce que font chaque capteur, ce que font chaque élément de la machine. Donc aujourd'hui, l'équipe de SAV, il y a une hotline qui gère, on va installer le 1200e appareil, donc on va être à 1100 machines connectées en temps réel et les événements. Alors la machine c'est heureusement très très nettement fiabilisé, mais quand il y a un événement, on a les températures, on a les archives, on a toutes les données qui nous permettent de corriger le tir. Donc à l'époque, il y a une quinzaine d'années, les machines étaient en petit modem RTC. C'est passé en box IP aujourd'hui. Et aujourd'hui, quasiment la plupart sont avec un modem 4G et ça suffit largement sur la petite de connexion. Là depuis l'année dernière, on a passé alors sur la même base de l'architecture technique, on a retravaillé avec Captronic, on a relancé un projet. En fait, vous parliez d'obsolescence, on commence à toucher l'obsolescence de certains composants et de certains outils techno de développement qui ont été utilisés il y a une vingtaine d'années, qui étaient valables à l'époque, mais surtout sur les cartes électroniques, comme on commençait à avoir des petites frayeurs sur les Réa Pro. Donc ça a enclenché la refonte des cartes électroniques. Évidemment, ça permet de rajouter des fonctionnalités techniques pures, hein, de faire des mouvements en parallèle. Et on revoit notre plateforme de pilotage pour basculer sur Linux pour être moins dépendant des plateformes de la plateforme du PC. Et cette carte électronique permet pour nous de développer tous nos futurs distributeurs. Donc là, on est en train de lancer un petit distributeur à Panini avec donc cette conception de connectivité très importante. Petite pizza et on va enchaîner. Donc les fonctionnalités, je les ai un petit peu listées. Les machines, quand on est exploitant, alors il se trouve aussi que je suis gérant d'une société d'exploitation de distributeurs qui est cliente chez Adial. C'est une société sœur, hein, mais aujourd'hui on a 3 laboratoires artisanaux qui produisent des pizzas tous les matins et qui vont gérer. On est à 35 distributeurs en ce moment. Donc le quotidien, les machines génèrent des mails d'alerte. On a des sites web de gestion à distance. On a tout un système et aujourd'hui de synchronisation de distributeurs. Pour la maintenance, ça va assez loin. Effectivement, il y a des systèmes de sauvegarde. On prend en main les machines à distance et on va aux accès de vidéosurveillance. Alors, les vidéosurveillance externes, tout bête qu'en cas de vandalisme, mais en fait, les machines filme tous les cycles. Quand il y a un pépin avec une anomalie dont le diagnostic ne saute pas aux yeux, le SAV d'Adial à distance visualise ce qui s'est passé. On va jusque là. Donc ces technologies-là, on va les généraliser c'est notre savoir-faire sur les autres sur les autres distributeurs pour déployer notre activité. Donc voilà un petit peu sur l'historique. Je pense la slide suivante peut-être. Alors n'hésitez pas s'il y a des interrogations, évidemment. Je pense que après j'ai pas mal de slides qui explicitent un petit peu voilà les outils web que génèrent les machines, les logiciels. Alors on a en plus des contraintes de besoin d'être conforme pour le logiciel pour la caisse enregistreuse des clients.
Et aujourd'hui, voilà, très bien, on va jusqu'à la vente en ligne. Voilà un petit exemple de toutes les applications qui sont sur les stores de nos clients. On est allé jusqu'à la réservation en ligne, c'est-à-dire qu'un consommateur. Alors ça marche énormément ces distributeurs dans le milieu rural, dans des petites communes de 1000 à 5000 habitants. Il y en a de plus en plus dans certains départements. Et on a un comportement de consommateur qui habite encore dans des plus petites communes. Et quand ils se déplacent sur un distributeur, s'ils n'ont pas leur pizza favorite, autant dire qu'ils sont très agacés. Et le précise au pizzaiolo, ils veulent réserver la pizza. Donc ça passe par des applications personnalisées où on paye d'avance sa pizza, elle est bloquée à l'avance et on a un délai pour venir la chercher. Alors la machine doit gérer toute la partie DLC et hygiène du produit. Alors surtout en zone rurale, il y a un développement des ventes en réservation de pizza pour ne pas faire 5 minutes de route sur la commune qui est un peu plus grosse que chez soi et découvrir qu'il n'y a plus assez de pizza dans la machine. Alors avec un système en ce moment où quand on a payé sa pizza, on a un code, on le saisit soit sur l'écran tactile de la machine, mais on a un système pour les gens qui ont un peu peur de toucher les écrans ou le téléphone, on signale qu'on est face à la machine et la machine donne un code. L'exploitant en fait peut enclencher sa vente uniquement en touchant son téléphone. Il saisit le code proposé par la machine qui dit est-ce bien vous et les pizzas sont lancées. Il récupère ses pizzas sans avoir touché l'écran tactile. Donc voilà, si vous avez d'autres slides, il y a un sujet, on parlait d'intelligence artificielle, donc c'est dans les slides suivantes. Alors on va sur de la synchronisation assez lourde des distributeurs parce qu'on a des clients qui ont beaucoup plus, qui gèrent une vingtaine, une trentaine de distributeurs. Donc tout se synchronise, mais surtout on va jusqu'à la prédiction des ventes avec un serveur d'intelligence artificielle qui se base sur tout le système de sauvegarde de données et on cherche en fait à donner des prévisions de vente. Donc pour l'instant c'est en expérimentation sur quelques laboratoires, mais l'idée c'est que l'exploitant ait des indications avec comment dire un calcul de fiabilité de la donnée, de ce qui va se passer devant lui, parce qu'en fait on change la façon de faire des artisans de la vente emportée de pizza qui ont l'habitude de faire des pizzas à la commande. Aujourd'hui, avec un distributeur, ils font de la pizza en mode traiteur, c'est-à-dire qu'ils doivent estimer ce qui doit être vendu. Donc on a l'objet connecté, en fait, permet de les aider dans cette partie de changement de métier où qu'est-ce qu'on estime, qu'est-ce qu'on va produire, comment on s'organise. Donc on avance sur ce type d'outils. Donc voilà, donc j'ai un petit peu balayé tout ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, Jean-Pierre Larcher, des établissements ESR, SR, qu'est-ce? Non, je ne sais pas qui peut me renseigner. Oui. Très bien, on prend en note la question. Si la personne peut nous apporter un peu plus de précision sur la question, on essaiera d'y répondre sur la fin. Ah, Université de Caen. Oui, ah bah, tout à fait. On a quelques. Bah, c'est l'intérêt de travailler avec Captronic pour ceux qui n'ont pas travaillé avec ce genre de structure, c'est que on est orienté vers des consultants ou des gens issus de l'université pour nous appuyer sur les préétudes, sur la première formalisation et les cahiers des charges. Et qui vont orienter vers des choix techno qui vont être importants. Donc à l'époque, alors
Alors, l'intelligence artificielle, on travaille avec un prestataire privé. Je suis désolé, Jean-Pierre, issu de comment dire, notre environnement qu'on connaissait. Mais à l'époque, on a travaillé avec un professeur qui encadrait, qui a fait les premiers, les premiers cahiers des charges et qui nous a conçu la théorie de cette architecture qui nous permet aujourd'hui, où on a un gain, on a une avance par rapport à nos concurrents sur la maintenance à distance de ces appareils qui doivent travailler 24 heures sur 24, qui sont dans un milieu chaud et humide, avec des produits alimentaires qui se déforment, et un petit peu partout en France et maintenant dans le monde. Voilà. Merci pour vos réponses et merci surtout pour cette belle présentation qui nous met aussi en appétit avant midi. On va du coup on reprendra les questions également sur la fin. On va continuer avec notre deuxième cas d'entreprise. Merci encore Ludovic pour votre présentation et je laisse maintenant la parole à Monsieur Jérôme Jacon de l'entreprise Fluidichap pour nous présenter son projet. Jérôme, c'est bon pour vous? Vous avez votre micro de coupé. Il faut appuyer sur le micro pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, c'est bon. Ça y est, on vous entend. Bon, parfait. Bonjour. Jérôme Jacon, donc pour la société Fluidichap. On est applicateur de chape liquide sur tout ce qui est chantier neuf et rénovation pour la pose de revêtement sur nos chapes. Donc sur plancher chauffant, comme on le voit. Aussi donc rénovation des planchers bois et isolation des sols. Voilà, ça c'est notre activité de tous les jours depuis une petite dizaine d'années. Et donc, en fait, pour en venir au projet Screedlight qu'on a mis au point, en fait, comment c'est venu le projet Screedlight, c'est en fait déjà, oui, avant ça, Screedlight, c'est un procédé d'intégration de fibre optique à l'intérieur des sols. C'est-à-dire qu'on vient éparpiller nos fibres optiques soit en aléatoire, soit en ligne continue pour faire de la signalétique ou bien du logo ou quelque chose de plus déco en aléatoire qui en fait remonte dans notre chape et en finition qui est revêtue d'une résine décorative, ce qui fait que la résine, elle permet de laver son sol sans que le produit soit altéré. Et quand le produit est éteint, il est complètement invisible. S'il n'est pas allumé, personne ne peut déceler la présence des fibres. Et donc, ce système, il est relié à un générateur LED, en fait, qu'on peut trouver dans le commerce, mais qui a ses limites, dans le sens où à la base, c'est des produits qui sont vendus avec des télécommandes où on a un réglage de la couleur, de l'intensité et parfois un petit peu de mode de jeu de lumière. Donc, les premiers échantillons, une fois qu'ils ont été concluants chez nous, on a essayé en grandeur nature et on s'est vite rendu compte que la télécommande, c'était d'une pas suffisant et ça faisait vraiment cheap comme produit, cette télécommande. Donc, on a voulu le mettre sur application smartphone pour avoir plus de programmation. Et puis, à ce moment-là, on s'est tourné vers un développeur. Ce développeur donc, nous a fait ses premiers devis et c'est là du coup qu'on a fait appel à Captronic, qu'on a connu par le biais de la Chambre des métiers.
En fait, on a gagné un concours Artinov au début de la deuxième année de prototypage. Et Monsieur le maire de la Chambre des métiers nous a rapidement dirigé vers Captronic, avec qui, du coup, on a pu aboutir le projet de l'application smartphone et aussi d'avoir une oreille acoustique déportée pour que le sol soit connecté avec la musique. En fait. Donc ça, c'est un petit plus aussi qu'on a apporté. Et aujourd'hui, donc, on a créé une société qui s'appelle donc Screedlight. On voit sur l'image là, ça c'est ce qu'on voit là, c'est un salon architectatoire qui est dédié uniquement aux architectes et aux prescripteurs du bâtiment à Paris. Donc ça nous a fait connaître et puis découvrir pas mal de clients potentiels. Et une fois que la société a été créée, on a réussi à vendre quelques chantiers. On n'en vend pas tous les jours parce que c'est un produit qui est cher, qui reste quand même cher parce que d'une part, la résine décorative, elle, sans notre système, elle a un certain coût. Quand on rajoute notre technologie, on arrive là où on arrive à bien s'exprimer, c'est plutôt dans les chantiers publics. Comme on a fait de l'hôtellerie, l'hôtel de luxe sur Lyon, où eux, ils voulaient, par exemple, c'est une salle de réception où on a fait un fondu en fait en décoration en aléatoire sur une grande pièce où il y a un bar de chaque côté et c'est fourni de chaque côté et ça vient s'épanouir en réduisant vers le milieu. Et ça, donc ça, c'est connecté chez eux avec des tablettes qu'on leur fournit. Où le procédé, c'est très très simple d'utilisation. Et donc, ce procédé est connecté aussi avec la musique. Après, on a aussi des chantiers qui ont été faits en Corse au CNRS. Donc là, on ne voit pas. Ah bah là, ouais, là, c'est les premiers chantiers grandeur nature qu'on voit là. Et donc ça, c'est des tests que j'ai fait à la maison. Et c'est aussi compatible avec le plancher chauffant, ce qu'on voit à droite. Et ce qu'on voit en bas, en fait, c'est du logo. On peut faire le logo d'une entreprise ou d'une issue de secours pour signaler. On découpe la forme du logo et on vient l'usiner ça par des sociétés de mécanique de précision qui nous font ça. Et qu'on laisse ce gabarit, on le laisse à l'intérieur, et du coup, on a quelque chose de parfait. On a une remontée du fil qui est droite, qui est précise, et ça nous permet donc de faire ces logos. Et donc, pour en revenir à la Corse, c'est donc une salle d'immersion dans l'université de Corté, où la demande était ça fait un petit amphithéâtre, en fait, avec des gradins, et donc, on a pu baliser les côtés du gradin, sans qu'il y ait quoi que ce soit de gênant sous les pieds. Et autour des écrans 3D, pareil, on a balisé l'écran pour bien le définir, pour pas que les gens, ils peuvent marcher dessus sur l'écran parce que c'est de la résine, mais bon, ils voient, ça leur fait un chemin, quoi. Et on leur a fait aussi les issues de secours, donc en Corse, sur Tita, on leur a noté ça aux 2 issues de secours. Et eux, par contre, pilotent tout ça avec une régie. Donc, sur ces chantiers-là, on n'a pas besoin d'application. Ils se connectent en DMX et ils pilotent le système à souhait comme ils veulent. Donc, l'application, elle est plus destinée aux particuliers. On l'a fait aussi dans des bars de nuit connectés avec la musique. On l'a fait chez des clients autour des spas, des choses plutôt décoratives. Donc voilà, on a été approché par la SNCF pour faire du flux, en fait, pour diriger les flux de personnes. Par exemple, ils sont intéressés pour les guichets de l'Eurostar. Au bout de 5 mètres, les gens ils se croisent un peu. Et le fait de tracer des lignes comme ça au sol, naturellement, ça les guide. Et aussi de faire des gros points de lumière devant les quais
pour signaler la porte telle, mais aussi par un code couleur. Donc voilà, il y a des gens qui ont des idées, il y a plein de choses à développer sur les idées. Après, sur la technologie aussi, il y a encore des choses à faire. Et puis commercialement, je pense aussi, parce qu'on est bien occupé dans notre métier de tous les jours. Et voilà. Donc, je ne sais pas si je vous ai bien expliqué le procédé, si vous avez bien compris. Oui. C'est bon pour vous pour votre présentation, Jérôme? Oui, tout à fait. Très bien. Merci Jérôme. Écoutez, on vous remercie pour cette présentation et d'un beau projet. Et du coup, on va continuer ce webinaire. Avant de passer aux questions que vous avez pu vous poser, je souhaiterais vous présenter l'accompagnement que peut avoir sur l'innovation la Chambre des métiers de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, la présentation arrive. Le premier slide. Passer sur le deuxième. Donc, la Chambre des métiers vous propose un accompagnement à l'innovation. Donc, on va parler d'innovation également, souvent quand on parle d'objets connectés, puisque comme vous avez vu, avec les cas d'entreprise qu'on a pu évoquer pendant ce webinaire, les objets connectés sont souvent liés à l'innovation, à des nouveaux produits, à des nouveaux procédés. Donc, nous pouvons vous accompagner. Donc, pour notre part, on va accompagner des entreprises qui sont déjà immatriculées. Pour notre part, au registre des métiers concernant la Chambre des métiers de l'artisanat. Pour ceux qui sont en cours de création, on peut également vous accompagner vers un dispositif qui est « Je lance mon projet ». Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre chambre pour avoir plus d'informations sur ce dispositif. Donc, l'accompagnement qu'on vous fournit concernant l'innovation, c'est un accompagnement qui est entièrement financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Caroline, si tu peux passer. Donc là, vous avez les différentes phases sur lesquelles on peut vous accompagner concernant un projet lié à l'innovation. Donc c'est plutôt global, donc ça peut partir de l'idée. C'est-à-dire qu'avec vous, on va définir votre projet, identifier les besoins pour aller vers la faisabilité. Donc ça peut être par exemple l'établissement d'un premier prototype. Aller ensuite au développement, donc sur du développement technique ou alors une phase de test d'usage avant d'aller sur la phase de lancement, et ça peut également aller jusqu'à la fabrication en série. Sur ces différentes phases, on va évoquer plusieurs points, on va voir plusieurs points ensemble, qui vont être notamment la propriété intellectuelle et industrielle qui se pose souvent dans les cas de projets innovants, également la partie finance et financement. On est là pour vous aider tout d'abord à identifier les aides que vous pouvez mobiliser. Et on va vous aider également à monter les projets de financement et à faire le dépôt de votre demande d'aide. Ensuite, il y a l'aspect technique. Donc, on est là pour rechercher avec vous et vous mettre en liaison avec notre réseau d'experts, d'expertise locale concernant les points techniques qui peuvent être soulevés durant un projet d'innovation. On peut également voir ensemble l'aspect réglementaire de votre projet et bien sûr l'aspect marché qui est indéniable sur un projet lié à l'innovation. Donc, c'est un accompagnement qui est adapté sur mesure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement venir au début, c'est-à-dire à la phase d'idée. On va s'adapter selon votre projet, où vous en êtes et selon vos besoins concernant votre produit ou votre projet. Voici les missions qu'on a envers les accompagnements à l'innovation qu'on peut avoir. Donc, comme je l'ai cité auparavant, ça va être l'identification du projet innovant. Donc, pour commencer, c'est tout d'abord l'aide à la qualification d'innovation. Quelle va être l'innovation dans le projet que vous nous présentez aujourd'hui ou l'idée que vous avez, et la formalisation également de votre projet, de votre démarche d'innovation.
Ensuite, donc, on va vous aider à la structuration et au montage global de votre projet. Donc, comme on l'a cité juste avant, avec les différentes parties qui sont liées au financement, propriété industrielle ou encore technique, marché ou réglementation. Ensuite, pour développer votre projet, on va rechercher et vous mettre en relation avec des experts et des partenaires locaux. On peut également, comme dit, vous mettre en relation avec des partenaires financiers. Donc, on va identifier les aides mobilisables et vous aider sur le montage du dossier de financement. Et plus globalement, on va vous accompagner dans votre projet global en effectuant le suivi avec vous, dans la relation entre les partenaires et également avec différentes réunions d'avancement pour faire avancer votre projet d'innovation. On peut passer la slide. Donc, pour terminer, on va vous laisser cette slide avec différents contacts des organismes qui interviennent sur ce webinaire et qui sont aussi localisés soit en Auvergne-Rhône-Alpes ou en Normandie. Donc, je vous invite à aller vers ces contacts si vous avez des projets liés aux objets connectés ou liés à l'innovation. Nous serons heureux de vous apporter un accompagnement et des réponses à vos besoins. Donc, on va voir maintenant s'il y a des questions pour qu'on puisse y répondre. Alors, donc on avait une première question de Thomas Bouton. Donc dans les bonnes pratiques, ne faut-il pas aussi impliquer un designer le plus tôt possible pour créer le produit le plus pertinent dans les usages et désirable dans l'esthétique? Oui, effectivement, vous avez raison. Autant au niveau esthétique, mais aussi au niveau industriel, il est important que le design de ce produit soit simple à mettre en place et industrialisé. Donc, vous avez raison sur ce point. Impliquer au plus tôt, si possible. Tous les projets n'ont pas besoin forcément de redesigner un boîtier ou un projet, mais quand le cas arrive où il faut redesigner des parties mécaniques pour intégrer ces électroniques, effectivement, le plus tôt possible, c'était une bonne pratique. Et je compléterai la remarque avec l'ajout de compétences en technologie des matériaux. Et effectivement, si les designers ont aussi la capacité je dirais, anticiper les impacts en termes de process, d'industrialisation des matériaux, c'est toujours une bonne chose. Oui, clairement. Est-ce que nous avons une autre question? Oui, donc nous n'avons pas d'autres questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Nous avons des interlocuteurs qui sont présents pour y répondre. Il y a une deuxième intervention de Thomas Bouton qui met en avant la notion de besoin, effectivement. La technologie, ça n'est qu'une solution. C'est effectivement pas la fin en soi. Je suis d'accord avec Thomas Bouton. En amont, il y a bien à se poser la question, quel sera l'usage, quels seront les besoins, quels seront les utilisateurs du projet auquel on est en train de réfléchir. Effectivement. Merci François et Philippe pour vos apports. Alors, si on n'a pas d'autres questions, est-ce que Philippe, François ou Rodolphe, voulez-vous apporter des éléments peut-être complémentaires à ce qu'on a vu? Oui. Oui, c'est Philippe. Je pense que, en particulier l'histoire de Dial, comme vous pouvez voir, voilà, l'histoire a démarré en 2006. En ce qui concerne notre accompagnement, en tout cas, et vous voyez où on est aujourd'hui en 2021 à Dial. Je pense que l'introduction de ces technologies et je dirais l'introduction de l'IoT d'une manière générale dans les produits, vous voyez que c'est pas quelque chose qui se réalise en quelques semaines ou en quelques mois, mais plutôt en quelques années. Et je dirais que cette évolution, bien sûr, doit forcément être cohérente avec une stratégie d'entreprise à court, moyen terme.
puisque vous voyez que les délais d'introduction sur le marché peuvent être plus ou moins longs. Prennent souvent quelques années du fait des technos à mettre en œuvre, du fait des finances aussi à apporter, hein, puisque vous avez parlé de l'aspect réglementaire aussi qui a un certain coût. Des réflexions à Dial avaient été menées justement au tout début, typiquement pour l'introduction de matériel aux États-Unis. On les avait accompagnés à ce moment-là pour réfléchir à ces aspects réglementaires vis-à-vis de l'introduction sur le marché américain, typiquement. Et après, vous voyez qu'il y a des évolutions, il faut considérer des évolutions produits. Il y a les step by step, si je puis dire, parce que à chaque fois, les coûts de requalification d'un produit et de réintroduction, d'évolution d'un produit sur le marché, bien sûr, sont à considérer. Et on est toujours dans une démarche voilà, aussi d'optimisation de coûts. Donc, il faut que tout ça soit fait, je dirais, step by step. Jean-Pierre Archy nous pose une question sur la partie cybersécurité. Alors. C'est effectivement quelque chose quand on a eu la présentation de l'accompagnement de la Chambre de métier qui est réalisée en Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est le même principe pour ce qui nous concerne en Normandie, et c'est aussi le cas pour la partie Captronic qui peut intervenir après en expertise. C'est que sur les aspects réglementation, effectivement, on a au moins les 3 domaines qu'on examine quasiment systématiquement avec les entreprises, c'est-à-dire la propriété intellectuelle ou industrielle, avec d'éventuels enjeux de protection ou pas. La partie conformité, donc est-ce que la solution qu'on envisage sera soumise à des contraintes de normes et de règlements, et aussi effectivement maintenant de plus en plus, qu'est-ce qu'il faut respecter en matière de cybersécurité ou de préservation de l'intégrité des données personnelles. Et je dirais ces considérations cybersécurité ont été abordées lors de la sélection et du choix, typiquement pour Adial, de son prestataire. Merci pour ces éléments de réponse, François, Philippe. Alors, est-ce que des personnes ont des questions pour terminer? Non. Il semblerait qu'il n'y ait pas de questions. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? N'hésitez pas donc à nous contacter, même si vous avez juste un début d'idée, toujours important d'en discuter pour peut-être après lancer un nouveau projet et amener cette nouvelle valeur sur vos chantiers et sur votre métier. Et je rajouterais en ce qui concerne l'intervention des ingénieurs conseils Captronic, nous ne sommes pas cantonnés, si je puis dire, à une région. Personnellement, je suis susceptible d'intervenir sur toute la région Grand Ouest, y compris sur la région parisienne. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec l'ingénieur Captronic. Donc, vous avez les coordonnées et nous saurons vous réorienter selon votre situation géographique et selon vos besoins vers un de nos collègues si nécessaire. Et je rajouterais pour une première approche des objets connectés, sans aller jusqu'à rentrer dans un projet véritablement, il peut être intéressant localement parfois de se rapprocher des Fab Labs, qui sont des lieux ouverts à tous, qui permettent de découvrir les technologies numériques. Et certains Fab Labs proposent des découvertes, des initiations d'utilisation de cartes électroniques qui peuvent constituer des prototypes d'objets connectés. Donc ça permet d'évaluer le potentiel ou l'intérêt de ce genre de projet. Très bien. Merci à tous pour vos apports. Et je remercie également tous ceux qui ont suivi le webinaire. Donc, effectivement, n'hésitez pas à revenir vers nous pour vos projets. Donc, liés aux objets connectés, à l'innovation, vous avez nos mails et nos numéros de téléphone. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et merci encore d'avoir été avec nous. Merci à tous. Merci.
Bon. Bon, ben, à bientôt, Philippe. François, heureux de nous avoir accompagnés. Est-ce que tu seras demain à la revue de projet au Dôme? Ouais, je vais essayer de passer. Oui, D'accord. J'avoue que c'est un peu compliqué. J'ai un point avec Jean-Yves, mais je vais prendre une demi-heure pour venir sur Caen, ou alors je viendrai carrément dès le matin. Ouais, ça fait un moment que vous me manquez un petit peu quand même. Hein? Ouais, bien, Parce ouais, que écoute, même tu vois là, te vois pas devant l'écran, bon, c'est pas. Ça le fait, mais ok. ça fait pas de mal. Eh ben, écoute, on se verra demain alors. Bon, plutôt bien, ouais, j'ai regardé, il y a une trentaine de personnes. J'ai noté on refera le tour, mais j'ai noté quelques Normands dans le coin. Oui. Deux SP, Monsieur Morin, que tu connais, il y avait Obdou, Ah oui. il y avait Créalin, oui, Créalin, ça c'est des bijoux, c'est une dame qui fait, non, Créalin, c'est une dame qui fait, oui, non, c'est pas une dame, celle-là, c'est une boîte qui fait des sacs à base de lin, enfin, ou des produits à base de lin. Et ce que j'ai vu, Ilanel Bijoux aussi, ça c'est quelqu'un qui est sur Rouen, qui crée des Mais, bijoux. on, euh, Ilan L. Alors le nom c'est, alors je sais pas on si est, on on aura les est, listes, on pourra. on est encore connecté, Philippe. Oui. Donc, donc Oui. on parlera de nos projets. De toute façon, on Bien sûr, parlera demain. non, mais c'était juste partage Voilà. d'informations. Voilà, non, j'ai rien de, voilà, j'ai rien de. Voilà, c'était juste pour partager cette info-là qui va être sur Ok. les groupes là. Merci. Ok. Et puis, à très bientôt. À très bientôt, oui. À demain. Allez, à demain.